invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous, la présidente de Constance Associés. Bonsoir Virginie. Bonsoir, bonsoir. Zakaria Darwish à vos côtés, responsable des solutions taux et crédit de CPR Asset Management. Bonsoir Zakaria. Bonsoir Grégoire. Et Anthony Morlet-Lavidali nous accompagne également, économiste au pôle macro-conjoncture de Rexecode et membre également de BSI Economics. Bonsoir Anthony. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. La question qui me brûle les lèvres pour le conjoncturiste que vous êtes, Anthony. Alors on peut disserter sur la dimension politique et la dimension de la crise politique française. Ma question étant, est-ce que la France peut éviter une récession l'an prochain ? Alors, elle peut éviter une récession. Il faut avoir en tête qu'elle partait quand même avec un projet d'avoir une croissance, en tout cas d'après le gouvernement, de 1,1% en 2025. Je crois qu'on s'écarte quand même de ce scénario qu'avait tracé le gouvernement. Nous, on était déjà à 0,8 avant l'ensemble de l'incertitude politique et budgétaire qu'on connaît. On va réviser nos prévisions et on va probablement arriver autour de 0,5% en 2025. Ça va aussi potentiellement mordre sur 2026. Quand on voit un petit peu la dynamique d'investissement des entreprises, on est à moins 3% sur un an maintenant, au troisième trimestre, en volume. C'est significatif. On voit que les entreprises sont de plus en plus prudentes sur les embauches. On n'a plus de création d'emplois dans le secteur marchand et on s'attend même à ce qu'il y ait un peu de destruction d'emplois. Et les ménages, d'ailleurs, anticipent une remontée du chômage. Quand on les interroge sur leurs anticipations à un an, c'est remonté au plus haut depuis 2016 hors Covid, une période où on avait 9,5% de chômage. Ça ne veut pas dire qu'on va remonter jusqu'à ce niveau-là, mais on anticipe plutôt qu'on serait autour de 8. Donc on voit bien que ça se dégrade. Et puis il y aura aussi un impact du côté de la consommation. On a un taux d'épargne des ménages qui est très élevé, 18% taux d'épargne. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça redescende dans ce contexte-là. A priori, ça va aussi peser sur la reprise attendue de la consommation, même s'il y a un peu plus de salaire réel. Attention, parce que ça pourrait aussi bloquer dans ce canal-là. Donc pas forcément de récession, mais quasi-absence de croissance. Donc en réalité, beaucoup de difficultés budgétaires à venir sur les prochaines années. D'accord, mais vous passez 0,3, 0,8, 0,5. On peut dire 0,3 points de PIB, c'est à peu près l'estimation du coût, du choc, d'incertitude généré par cette crise à ce stade, politique. Pour 2025, oui, complètement. Mais ça embarque complètement la trajectoire budgétaire. C'est le problème, c'est que quand on a tracé une trajectoire qui nous permet de réduire le déficit à 5%, mais avec 1,1, quand vous n'êtes pas à 1,1 mais à 0,5, vous n'êtes pas du tout dans le range, quoi. Et donc la réalité, c'est que notre trajectoire budgétaire, elle est complètement caduque déjà aujourd'hui. Donc il y a un vrai sujet de comment on va rétablir nos finances publiques et comment on va convaincre à la fois les marchés, mais la Commission. La Commission a validé un plan qui est déjà complètement hors champ désormais. Donc ça pose un vrai sujet. Ouais. Bon, convaincre les marchés. Alors tiens, c'est intéressant, Zakaria, vous me faisiez remarquer qu'il y a eu des adjudications comme régulièrement le jeudi, menées par l'agence France Trésor ce matin, et notamment une adjudication à 50 ans. C'est rare, la France n'émet pas tous les 15 jours à 50 ans, je parle sous votre contrôle, Zakaria. Bilan de cette adjudication qui est le premier test post-censure du gouvernement Barnier ? Bilan, test complètement réussi, avec une émission totale qui est autour de 4 milliards sur différentes maturités, dont la fameuse 50 2070, avec une demande qui est 3 fois supérieure à 12 milliards. Donc, quelque part, finalement, c'est rassurant parce qu'on voit que, en fait, on se focalise beaucoup sur le spread France-Allemagne aujourd'hui, en disant, on est sur des plus hauts. Mais au final, ce qui est important, c'est à combien la France emprunte. Et si on fait un peu le bilan, en fait, on a aussi cette règle de 3 x 3 qu'on a vue de Atlantique. Oui. En gros, 3%, la France emprunte à 3% en fin de 2022, et là, empruntait à 3% en moyenne en 2023. Et aujourd'hui, elle emprunte à 3%. Quand on regarde la charge de la dette, parce qu'on se focalise justement beaucoup en fait, sur cette augmentation du taux et l'impact que ça peut avoir en termes de charge de la dette, quand on voit en fait, après la hausse des taux de la BCE, donc si on regarde par exemple sur l'année 2023, l'impact de la charge l'impact de la hausse des taux, une hausse très marquée sur la charge de la dette, c'est autour des 3 milliards. D'accord. Voilà. Hors effet inflation, c'est autour de 3 milliards. Ça s'est fait à quel taux, l'adjudication, là ? Là, ça s'est fait. Alors, ça dépend des maturités, mais c'est entre 2,85 et 3,10. Voilà, en fonction de maturité. Oui, alors celle à 50 ans, c'est à 2,86. Ça reste tout à fait confortable pour. Bravo à l'agence France Trésor, mais ça, on ne saluera jamais assez le travail de l'agence France Trésor. Du papier pour être numéré à 3,10 à 50 ans, moi j'aimerais bien avoir une explication. Mais finalement, tous les investisseurs n'ont pas besoin d'acheter de la dette française à 50 ans. Il y a aussi des investisseurs qui sont un peu contraints de ce point de vue-là, j'imagine. Il y a des exercices d'actifs passifs, bien sûr. Mais ça traduit quand même quelque part en fait des investisseurs qui regardent au-delà du bruit actuel. C'est-à-dire que, comme je disais, en fait, quand on regarde les différents éléments, ce 3 x 3,
entre charge de la dette, entre le taux d'intérêt en ce moment et entre la demande qu'on voit, elle est 3 fois supérieure à l'offre, en fait, on est rassuré à court terme au final. Et du coup, on voit qu'il y a pas mal d'investisseurs qui regardent à travers le bruit actuel, bruit qui peut rester assez longtemps. Et rappelons que la dette française, c'est parmi les plus liquides, donc en fait le prix du marché se voit beaucoup plus rapidement que sur d'autres types de dettes, parce qu'on a des actifs dérivés sur lesquels on peut spéculer à la hausse, à la baisse sur la dette française. Ce qui n'est pas le cas des autres. L'Allemagne a des instruments de couverture, la France, mais ensuite, il n'y en a plus. Hein. Sur l'Italie, l'Espagne, etc., il n'y a pas ces instruments. L'Italie, on a. L'Espagne, on n'a pas. La Grèce, on n'a pas. C'est ça. Des éléments, certaines économies qu'on cite pour dire, typiquement, on regarde justement beaucoup le spread grec, France, qui a fait beaucoup l'actualité. Et finalement, la Grèce, on reste à 160% de dette sur PIB. La trajectoire est positive, la dynamique est positive. Et c'est pour ça que je tempérerais un peu cet optimisme de dire, en fait, si la situation ne se dénoue pas sur un horizon long, là, ça va commencer à peser de façon... Mais la France garde sur sa dette cette prime de liquidité aujourd'hui quand même? Oui, clairement. C'est-à-dire que concrètement, quand on regarde le prix que le marché reprice très rapidement, toute nouvelle information dissolution, mais finalement avec un scénario potentiellement positif sur la dette ou sur le déficit, quelques scénarios qui émergent, et bien ça s'est traduit positivement sur la dette aujourd'hui. Le marché est encore prêt à payer pour voir? Complètement. Et puis 2 points de réaction. Pour l'instant, ce qu'on connaît en France, c'est un choc davantage macroéconomique que financier. C'est-à-dire qu'on regarde beaucoup les marchés, mais la réalité, c'est que c'est le choc macroéconomique qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Donc c'est ça qu'il faut arriver à estimer pour l'instant. Et l'autre point important, c'est que la BCE, implicitement, elle est déjà intervenue sur la dette française. Quand vous regardez les réinvestissements partiels du PEPP, elle a beaucoup moins désinvesti la dette française que les autres dettes. Donc implicitement, il y a déjà quand même un petit mouvement depuis juin, entre juin et novembre. On voit qu'elle rachète davantage de dettes au lieu de suivre sa clé de répartition standard. Donc, elle dévite sa clé de répartition vis-à-vis de la France. C'est ça, c'est désengagé. Comme elle a pu le faire vis-à-vis de l'Italie, par exemple. C'est désengagé beaucoup plus de la dette italienne, de la dette allemande, de la dette des Néerlandais que la dette française. Donc, il y a déjà un signal que la BCE regarde et depuis juin, il y a quand même... C'est dans son giron, clairement. D'accord. Donc ça aussi, ça fait une flexibilité que la BCE s'autorise. Bien sûr. Et c'est un signal faible, mais les marchés le voient. Et donc, évidemment... Est-ce qu'on joue contre la BCE? Il faut être prudent. Bon, Virginie, alors je disais crise politique au pluriel et résilience des marchés. Moi, quand je vous entends, ça m'inquiète cette liquidité, parce que quelque part, j'aimerais avoir des éléments pour dire que demain, on va enfin prendre conscience qu'il faut un changement majeur dans le pays. Vous trouvez que les marchés ne jouent pas leur rôle? Oui, exactement. Voilà. Et je pense que les marchés ne jouent pas leur rôle parce qu'ils ne peuvent pas le jouer complètement. Et ça, c'est quelque part, c'est dommage. Parce que, on le sait, il faut un changement de paradigme, il faut un changement d'organisation, il faut arrêter de mentir. Et malheureusement, ça, voilà, quand ça se place comme ça, comme du petit pain, on se dit, et quelque part, même les politiques doivent se dire, finalement, allez, après tout. Et c'est très malsain. Bon. Donc, après, dans le jeu du beauty contest des marchés, quand on regarde autour de nous, moi je comprends un investisseur qui garde quand même une vision constructive ou en tout cas une forme d'intérêt pour de la dette française. Quand il doit acheter de la dette souveraine aujourd'hui, bien sûr. On peut refaire la liste des arguments, mais c'est pas irrationnel. Vous aimeriez que... De la part d'émetteurs, c'est de la facilité... Et de se dire, finalement, tout va très bien. Donc, quelque part, on a envie qu'il y ait un électrochoc, comme on le voit, parce que les entreprises, pendant ce temps-là, comme vous le soulignez très justement, parce que, au-delà de tous ces débats de gesticulation politique qui sont quand même assez effrayants, je dois dire, on ne prend pas conscience que là, l'économie est en train de se refroidir. Et à un moment donné, où on est dans un cycle industriel hyper important. C'est-à-dire que les années de demain, futures, c'est de l'investissement. Et c'est de l'investissement, on le sait, dans différents moteurs de croissance et de transformation. Mais ça fait 20 ans qu'il n'y a plus de match sur l'investissement entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est là où ça... Vous aimeriez que ça aille plus vite, quoi. Vous voulez un truc un peu éclair, un moment Truss. Non, mais je pense qu'il y a un moment donné, il faut que sur ce budget, qu'il y ait de nouveaux messages et qu'on arrête de mentir, quoi.
Oui, mais il faut. Quand est-ce qu'on va y arriver? Bon, alors je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va passer. Bon, moi, je suis sur le marché américain. Donc oui, mais il y a des sujets politiques aussi. Enfin, tout le monde tout le monde a affaire avec la politique aujourd'hui dans le monde. Oui, et je suis moi-même entrepreneur en France. Ah ouais. Oui, vous êtes quand même concerné. Absolument. Et j'aime mon pays. Oui, non, mais je sais bien. Les marchés jouent leur rôle ou, dans une certaine mesure, sont retenus dans la manière dont ils pourraient peut-être exercer une pression plus forte sur un pays comme la France? Je partage pas, je vois le point, mais je partage pas complètement. Il faut rappeler que 55% ou 56% de la dette française est détenue par des étrangers, des non-résidents, qui eux, ils auraient aucun scrupule à liquider leur holding, leur position, s'ils ont un doute sur la trajectoire France. Et ça, il faut le rappeler quand même, parce qu'au fait, au final, cette part des non-résidents n'a fait que croître en fait sur les dernières années, contrairement à d'autres économies. Ce qui fait qu'au final, les étrangers voient l'avantage de détenir de la dette française que nous, on a du mal à voir, quoi. Que certains, oui, voilà, exactement. Et du coup, ça aussi, c'est rassurant. C'est rassurant, mais c'est aussi, ça nous oblige. Ça oblige en fait l'État français, ça oblige à une certaine discipline, parce que tant qu'on a le temps d'ajuster cette trajectoire du déficit, il faut en profiter, il faut le faire. Un deuxième élément à avoir en tête, c'est que on parle beaucoup de la dette française. Mais en fait, il y a aussi la dette des entreprises et des banques françaises. Et quand on regarde aujourd'hui, mais absolument rien à signaler. Non. Ça s'est écarté un tout petit peu. On voit une micro-prime de risque de 5 points de base, 0,05%, par exemple, sur la dette senior des banques françaises par rapport au marché, ce qui est même, en fait, ce qui surperforme même la dette. Il n'y a même pas de boucle avec le secteur bancaire, et il y a encore moins de contagion de la France vers le reste de la zone euro aujourd'hui. Voilà, et vers les entreprises et vers le reste de la... Exactement. Ce qui me fait aussi dire, ce qui me fait penser qu'aujourd'hui, on parle beaucoup, en fait, de ce qui se passe maintenant. Il y a un peu de volatilité sur le spread France-Allemagne, parce que justement, pour ces instruments de couverture, pour différents aspects. Mais finalement, en fait, à long terme, aujourd'hui, il n'y a pas de remise en question du statut de la France. Il n'y a pas de remise en question. Vous évoquiez la BCE, Anthony. Le put de la BCE, là, il est présent, très présent dans l'idée du marché, selon vous. Donc, il y a déjà cette flexibilité offerte par les programmes d'achat d'actifs. Est-ce que ça peut être plus? Est-ce que ça peut aller plus loin? Il n'y a pas de contagion, encore une fois, à ce stade, nulle part. C'est difficile quand même pour la BCE d'aller un peu plus loin, on va dire, dans le soutien à la France, que ce soutien très implicite, ne serait-ce que parce qu'on ne remplit pas les critères. Normalement, il faut quand même au moins faire des réformes importantes, structurelles, pour montrer qu'on est sur la bonne trajectoire. Ce n'est pas du tout notre cas, montrer qu'on fait des efforts budgétaires. Honnêtement, on n'en fait pas. Donc on n'a pas le bon dossier aujourd'hui pour prétendre à un soutien bienveillant de la Banque Centrale Européenne. C'est aussi qu'il y a un excès d'épargne incroyable en zone euro. Enfin, faut rappeler que l'Allemagne, c'est 6% d'excédent courant, les Pays-Bas, c'est 10%. Donc, on est dans une zone où il y a de l'épargne abondante qui va même se placer aux États-Unis de manière très marquée. Donc on profite un peu du statut des autres, mais notre situation, elle est très préoccupante. Et c'est parce qu'il n'y a pas de corde de rappel aussi qu'on ne fait pas les efforts nécessaires. Quand vous êtes face à des contraintes très fortes, vous finissez par accepter de serrer le budget. Et on n'a pas encore, malheureusement, cette contrainte suffisante. Bon. Parlons de la politique américaine et de ce que ça implique pour une gérante d'actifs sur le marché américain. Déjà, est-ce que Trump... Est-ce que ça peut être bon pour l'Europe? Est-ce qu'il faut le voir comme ça, d'une certaine manière? Ça va être bon pour les États-Unis? Oui, alors ça peut. Bon, Trump, c'est pas un homme politique, hein, c'est un négociateur. Donc on connaît ses méthodes, il agite. Et d'abord, vous avez vu ce qu'il a fait il y a quelques jours avec le Canada et le Mexique sur des sujets qui ne sont pas directement en premier lieu. Complètement hors champ commercial, voilà, oui. C'est ça. Bon. Donc, oui, mais voilà. Et donc, il agite et ensuite, il va à la négociation, il en obtient et il donne des directions. Donc, je ne sais pas ce qu'il fera avec la France. Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Peut-être que ça peut être un wake-up call, quelque part, sur quelques sujets. La défense, hein. Alors, la défense, oui, bien sûr. Mais la défense, de toute façon, même sans Trump, il y a,
le sujet de Trump et de la défense, il ne faut pas le déformer. Je veux dire, légitimement, il demande à ce que l'Europe fasse sa part et il faut qu'on la fasse. Et oui, je pense que c'est plutôt les événements malheureux en Ukraine qui font que... Voilà. Donc c'est pour ça qu'on revient sur ces fameux investissements à faire. Et ça, je sais pas où on trouvera l'argent. Enfin, visiblement, ça a l'air facile de le trouver. Donc, mais bah oui. L'Europe en tant que zone économique peut lever quand même de l'argent sur les marchés. Oui. Pourquoi ils n'ont pas investi déjà il y a 20 ans Ah ben non, mais on peut pas refaire l'histoire comme ça. Oui, je suis d'accord, Virginie. Voilà. Mais donc, oui. Non. Mais... Donc Trump, non. Donc c'est un négociateur. Après, concrètement, vous savez, je dis toujours, il faut regarder le fondamental. J'ai l'impression qu'on ne parle plus du fondamental des sociétés depuis, alors surtout en Europe. Bon, il faut quand même noter que les publications des résultats européennes, des sociétés européennes, c'est quand même assez mitigé. On ne peut pas dire que c'était très flamboyant. Enfin, ça allait. Hein. Il y a eu un peu de croissance bénéficiaire quand même cette année. Les entreprises sont très bien gérées. Elles ont des beaux bilans et solides. Et ça, c'est fantastique. D'ailleurs, pour en prendre exemple. Bon, on sent bien quand même qu'il y a quelques freins à la croissance. Et puis, il y a des sujets, on va pas revenir dessus, sur la Chine, etc. L'industrie, des industries qui sont malmenées, en particulier l'automobile. Et on sait pourquoi, malheureusement, là aussi. Donc, voilà. Donc tout ça arrive un petit peu en même temps, mais je suis complètement d'accord, les entreprises vont plutôt bien et ont des bilans assez solides. Bon, mais là, il y a quand même un frein direct, alors que de l'autre côté, outre-Atlantique, là, on est en plein dans les investissements, donc ça y va, royalement. D'ailleurs, ça a même dérangé quelques analystes, puisque quand on a des capex un peu plus élevés que prévu, ça remet en cause évidemment la feuille de route et ça peut déplaire, mais je trouve ça plutôt bien, sachant que ces capex, oui, ça peut mettre du temps pour produire $1 derrière, mais on est vraiment dans cette approche. Et ça va continuer. Ça, on a 2 ans il l'encourage. On a 2 ans de marché US à plus de 20% de performance, des écarts de valorisation qui n'ont jamais été aussi larges entre les États-Unis et le reste du monde, etc. Tout ce qu'on appelle l'exceptionnalisme américain. C'est un exceptionnalisme grandissant encore devant nous en 2025 sous Trump. Attention, parce que dans cet écart et dans cette évolution des marchés, c'est pas global et linéaire. C'est-à-dire qu'il y a plein de secteurs qui n'avaient rien fait, qui avaient très bien fait 18 mois avant, d'accord, et qui font plus rien là. Et il y avait des secteurs qui étaient vraiment à la baisse, avec des valorisations début septembre, donc c'est pas si loin que ça. Des titres qui étaient en baisse de moins 30, moins 40 depuis le début de l'année et qui sont en train de revenir sur le devant de la scène. Donc, on ne peut pas agréger de cette façon. C'est toujours compliqué, ces histoires d'indices. Et donc, il y a évidemment cette espèce d'étage et vous voyez, de marche qui se déplacent. Donc, voilà. Donc, après, il faut faire le tri, quand même. Mais donc... Sous Trump, le marché américain continuera de bien se porter. C'est une partie différente du marché américain qui continuera qui se portera mieux. Bon, d'abord, c'est America First, ça on le sait. Et oui, il y a plein de relais de croissance. Il y a des puits de croissance, donc ils vont s'exprimer et ça peut prendre du temps. Il peut y avoir des couacs, il peut y avoir des... Mais oui, il y a des puits de croissance, absolument. Bon, sur l'exceptionnalisme américain, qu'est-ce que vous dites, Zacharia? C'est vrai que beaucoup d'analystes, d'économistes décrivent quand même une forme d'incompatibilité, peut-être, dans le programme de Trump, avec des dimensions qui sont parfois peut-être difficilement conciliables. La promesse vis-à-vis de l'électorat a été très forte. Est-ce qu'il faut imaginer un moment de frustration de la part de l'électorat de Trump, de la part de Trump lui-même, qui, je ne sais pas, pousserait un peu trop loin peut-être les limites de l'exceptionnalisme américain? Comment on voit la séquence et comment on imagine l'attitude du marché aussi vis-à-vis de Trump à compter de Day One? Je pense qu'il y a 2 éléments à monitorer, à garder à l'esprit. Le premier, c'est vraiment la réalité de la politique fiscale que Donald Trump va implémenter.
C'est-à-dire qu'il y a énormément d'attentes, il y a énormément de pricing de marché. On le voit sur les taux d'intérêt, on les voit sur les primes de risque de crédit, surtout sur les entreprises les plus risquées, où la prime s'est complètement écrasée avec cette idée que Trump va ouvrir les vannes du côté fiscal en termes de réduction d'impôts, en termes de déréglementation. Et le troisième effet, c'est l'effet sur le dollar aussi, qui s'est fortement apprécié contre beaucoup de devises. Donc, il faut voir la réalité de ce qu'il va proposer vis-à-vis de tous ces attentes-là qui semblent assez importantes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et qui, en mon sens, n'a pas été beaucoup souligné par les marchés malgré quelques signaux de la part de Jérôme Powell, c'est l'indépendance de la Fed vis-à-vis de l'exécutif. Il en parlait hier soir, Jérôme Powell, oui. Et à deux reprises, ça revient, et puis Jérôme Powell dit non, mais je ne démissionnerai pas, non, la Fed resterait indépendante. Il faut voir si vraiment on part dans un package fiscal extrêmement important, mais qui serait inflationniste. Est-ce que la Fed pourrait quand même garder sa casquette de gardien contre l'inflation? Et ça, c'est un sujet qui pourrait vraiment venir dérailler cette machine économique américaine. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire les choses telles qu'elles sont. En fait, à chaque fois, on s'attendait, on avait même dès le début de la séquence des hausses des taux, de resserrement monétaire, on s'attendait à un ralentissement fort de l'économie américaine. On a eu quelques signaux avant-coureurs, des chiffres d'enquête qui étaient disons-le, mitigé, mais au final, en fait, le PIB, enfin la croissance tient, quoi. Oui, on a un léger ralentissement, mais on n'est pas du tout, on est toujours au-dessus du potentiel. On n'a pas du tout, en fait, cet effet de hausse des taux. Et là, on voit que la Fed est déjà embarquée dans un cycle de baisse des taux. Donc, s'il continue sur ce cycle de baisse des taux, on peut s'attendre sur les actifs risqués à une résilience. Mais ça va être beaucoup dépendre de ce que Trump pourrait lancer en termes de... Sur le bon, un mot quand même, remise en cause de l'indépendance d'une banque centrale comme la Fed, c'est pas forcément bon pour la capacité à maîtriser l'inflation. C'est quand même là-dessus que Trump a été élu, c'est-à-dire qu'il aura des comptes à rendre quand même à un moment sur cette question de l'inflation, des prix, etc., vis-à-vis de son électorat. Ouais, c'est un peu effectivement, la blague dans l'histoire, c'est que Trump a été élu grâce à l'inflation et pourrait justement avoir un programme plutôt inflationniste. Je distinguerais quand même politique intérieure. Il a en tête ça. Enfin, je suis d'accord, c'est un négociateur, mais c'est aussi un animal politique. Il a quand même bien senti dans ses tripes l'électeur médian américain, working class, multi-ethnique. Je crois qu'il a bien capté, effectivement. Et donc, il sait que s'il pousse tous les feux d'un coup, qu'il se retrouve avec peut-être une résurgence inflationniste qui va très vite lui coûter très cher, notamment avec l'horizon des mid-term qui est tout de suite là, demain, devant, quoi. Je suis entièrement d'accord. Alors, il faut distinguer quand même politique intérieure qui n'est pas si inflationniste que ça, parce que le versant déréglementation, comme ça a été dit, ça peut plutôt au contraire aller dans le bon sens. Bon, la politique fiscale, toujours très lâche, elle pour le coup, elle est plutôt inflationniste. Ce qui effraie probablement plutôt les marchés, et de manière générale, même les économistes sont vigilants à ça, c'est les tarifs douaniers. Là, on peut passer dans un autre monde. Il faut avoir en tête ce qui s'est passé en 2018, quand la guerre commerciale a commencé. C'était que des barrières douanières vis-à-vis de la Chine. Ça a très peu marché pour deux raisons. D'une part, le yuan, effectivement, avait beaucoup baissé face au dollar. Donc, les prix d'export aussi chinois avaient pas mal baissé, donc ça avait permis à la Chine d'exporter toujours beaucoup. Puis elle était passée par un grand nombre de pays tiers. Bon, là, on passerait un étage supérieur, puisque ça serait 60% de tarifs douaniers vis-à-vis de la Chine, 10% sur le reste du monde et même 25% sur Mexique, Canada. Là, c'est quand même bien moins évident, parce qu'à 60%, il y a un grand nombre de produits qui passent plus. L'exemple des batteries lithium-ion est assez intéressant. Biden a mis des barrières douanières de 25% l'été dernier. Ça ralentit les importations américaines qui font que plus 8 depuis la Chine, quand la Chine fait plus 23 dans le reste du monde. Donc on voit bien que ça ralentit, mais ça ne les annule pas. Et ça rentre toujours. Les batteries chinoises aux États-Unis sont toujours importées. Par contre, si on passe à 60%, là, c'est un autre monde. Alors, se pose la question de comment le commerce mondial se réorganise. Mais il y a vraiment une non-linéarité dans les effets. C'est-à-dire un petit peu de tarifs douaniers, ça s'absorbe facilement par le change et par la baisse des prix, parce que la Chine a encore des marges de manœuvre de ce point de vue-là. D'ailleurs, sur la Chine, on voit, la première annonce, c'est plus 10 pour commencer. Exactement. Et maintenant, ils commencent à parler de restrictions sur les importations, notamment de minéraux, germanium, hélium. Ça peut faire très mal, parce qu'alors là, c'est indispensable dans l'armement, dans la télécommunication. Et sur le gallium, c'est 98% de la production qui est chinoise. Donc là, attention, parce qu'il faut avoir en tête que la Chine a aussi un potentiel de blocage à l'échelle mondiale. De rétorsion. Bien sûr, et qui peut être très important. Donc je pense qu'il y aura vraiment une négociation assez dure. Elle sait qu'elle a les moyens de faire mal aux États-Unis aussi.
vous voyez un Trump fast and furious qui va vouloir, quoi qu'il en coûte, aller au bout de sa logique et des dogmes qu'il a érigés dans sa doctrine, ou au je contraire? pense pas D'accord. qu'il sera dans un D'accord. schéma, on verra. Donc un je Trump pense plus pas. raisonnable finalement que Peut-être. ce qu'on Ouais, peut craindre absolument. ou imaginer. Absolument. D'accord. Après, il faudra voir, parce qu'après, il s'entoure effectivement de certaines personnalités qui peuvent aussi là apparaître quand même assez... une personnalité assez forte, assez tranchée. Oui. Donc, bon. Oui, alors il y a Mais ceux qui sont un peu folklore, et puis il y a ceux qui sont quand même très sérieux. Bessènes, Suzy Wild, c'est des gens qui ont l'air de bien comprendre le personnage et de le cadrer, quoi. Les tarifs, dans le passé, les pressions sur les marges, c'était ça le point le plus important. Bien Donc sûr. la question, c'est effectivement, et la Chine, on dit souvent qu'elle a ralenti, il y a eu des tas de sujets évidemment, mais le point de départ, il y a eu des pressions sur les marges, c'était bien plus sûr. donc ça c'est... Chaque fois la Fed a sorti une recherche, chaque fois qu'il annonçait des tarifs, les actions avaient plutôt tendance à baisser. C'est ça. Les actions américaines avaient plutôt tendance à baisser. Hein. sûr. Et les jours où il n'annonçait pas de tarifs, Bien sûr. les actions avaient plutôt tendance à monter. Donc, après, l'économie américaine, elle a un atout aujourd'hui qu'elle n'avait pas il y a 15 ans. C'est qu'elle est énergie indépendante. Alors, elle n'est pas indépendante, évidemment, des matières premières nécessaires maintenant à ces nouveaux moteurs d'innovation. Mais ça, c'est un point très important, parce qu'on ne sait pas où ira le pétrole. Pour le moment, on n'en parle plus tellement parce que la question est de savoir comment on gère l'ouverture de robinet, et voilà, la demande est beaucoup moins forte. Mais si ça revient avec des éléments dans le Middle East, des événements, c'est un point très, très important. Et le chapitre suivant, c'est les composants électroniques, bien évidemment. Et là, ils sont en train d'accélérer, hein, parce qu'ils savent que ce sont des sujets qui sont compliqués si jamais il y a difficulté. Donc, mais ça, c'est un atout. Et malheureusement, on n'a pas cet atout. Non. Sur les nominations, la couleur un peu de son cabinet, qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui, effectivement, de la séquence Trump, quoi? C'est-à-dire... comment il va vouloir composer ses projets, ses annonces. Les tarifs, ça a l'air d'être pour Day One, effectivement. Ensuite, il y a la question de l'immigration, la question des baisses d'impôts. Est-ce qu'il y a une séquence Il y a une question d'immigration. Il répond également pourquoi il a été élu. Hein. Immigration, il veut prendre en charge le problème des opioïdes. Et ça, on peut que quelque part. Alors, je ne sais pas si. Mais est-ce que des symboles suffisants? Parce qu'il a appelé Claudia Sheinbaum tout de suite à la sortie, il dit ça y est, c'est réglé. Arrêter l'immigration. Non, mais c'est du Trump, on sait bien. Mais est-ce que ça suffit, lui, à afficher ça comme une victoire électorale, ou est-ce qu'un électorat qui a quand même enduré 20% d'inflation, etc. Alors qu'on ne fait rien, on sait d'où viennent les sujets, c'est quand même déjà, moi je trouve ça déjà bien de le mettre sur le devant de la scène. Donc, bon, après, on verra ce qui, vous savez, c'est son côté politique, probablement, c'est on dit et qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a dit. Donc, voilà. Mais il ne cassera pas la machine business américaine. Non. Et ça qui est étonnant chez Donald Trump, c'est que c'est à la fois un populiste de droite et pro-business. Quand on regarde son électorat, il n'a pas du tout le même électorat que les historiques républicains. Le ménage moyen qu'a été Trump, il est moins riche que la moyenne, il est moins éduqué. C'est pas du tout l'électorat traditionnel. Et il se fiche des déficits américains. Bien sûr. Donc en ce sens, c'est pour ça que c'est difficile de dire, parce qu'il est élu par une population qui a actuellement été plutôt acquise aux démocrates. Donc vraiment un inversement assez important de son côté un peu populiste. Et ça fait peur, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il a les mains libres. Enfin, c'est vrai que ces nominations, ça montre bien qu'il va aller beaucoup plus loin probablement que dans Trump version 1. Quoi. Version 2 sera plus méchante. Pour la Fed, qu'est-ce que le marché attend désormais? Enfin, il y a encore le 12 décembre là, une option pour une baisse de taux. Oui, c'est le 17-18 décembre pour la Fed. Il y a encore une option là pour une baisse de taux. Les données permettent encore à Jérôme Powell de justifier une baisse de 25. Et c'est quoi? Après, on s'approche de la fin du cycle d'ajustement de la Fed? Non, je pense que autant en zone euro, et Christine Lagarde l'avait souligné, il va falloir bouger vers une forward guidance ou donner un peu de perspective à moyen terme. Autant du côté de la Fed, je pense que ça va beaucoup dépendre justement ça va être un peu quelque part attentiste
vis-à-vis des réelles implémentations de l'administration Trump. On ne joue pas à spéculer ou anticiper quoi que ce soit. Voilà, et si on regarde l'historique, 2018, la Fed, elle n'avait pas du tout anticipé sur les politiques qui sont vraiment attendues, l'effet réel pour monter les taux. Pour agir en conséquence. Ouais. Donc là, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose du même acabit. Aujourd'hui, pragmatique, quoi. Aujourd'hui, toute chose égale par ailleurs. Toute chose égale par ailleurs, on voit que l'inflation est de plus en plus sous contrôle, même s'il y a ce risque de rebond, mais globalement qui reste maîtrisé. Le marché du travail, finalement, qui est le nerf de la guerre, tient. Donc, on pourrait s'attendre, s'il n'y a pas de choc exogène de la part de la nouvelle administration, on pourrait attendre une convergence vers le taux neutre, quelque part, pour les US. Ce que n'est pas le marché, ce que voit pas le marché en Europe. Non, voilà. Le marché voit plutôt la BCE aller en dessous de son taux neutre. Exactement. Donc on est plutôt dans une logique où on se dit la croissance européenne va ralentir. On voit que l'Allemagne, l'Allemagne, ça va mal. Bon, on verra ce que ça donne, ce que donne l'après-élection en Allemagne. La machine est tirée aujourd'hui par l'Espagne et l'Italie. On voit quelques signes de ralentissement en Italie. Donc finalement, on est plutôt dans une logique et il faut sauver la croissance européenne. Et juste reviens sur les US, mais dans votre idée, ça veut dire que la courbe US est trop plate aujourd'hui. On est quoi, 4,20 sur le 2 ans. Le taux d'arrivée, alors neutre, il est peut-être autour de 3,5. Le marché vaut peut-être 3,75, c'est ça, l'an prochain. Donc sur les taux courts, il y a un peu encore à faire, mais plus beaucoup. Donc c'est les taux longs qui ne sont pas assez élevés aujourd'hui dans la courbe américaine. La prime de terme est complètement écrasée. Elle est revenue à zéro là. On est à 5 points de base. Donc c'est quasiment, on peut parler de zéro. Aujourd'hui, ce n'est pas justifié. On devrait s'attendre à une repontification de la courbe pour un tout tas de raisons, que ce soit le déficit, les émissions, la prime de terme fondamentale. Tout un tas d'éléments qui devraient pousser à cette courbe à s'aplatir. Bon, à se repontifier. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que, en termes d'investissement, comment on peut caractériser un peu effectivement là, ce qui vous intéresse sur le marché américain aujourd'hui, avec l'idée du cycle de CAPEX, c'est ça, c'est un driver important. Et alors, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, le marché parfois peut être refroidi par, au moins pour quelques trimestres, par des entreprises qui investissent beaucoup. Donc comment en tant qu'investisseur, on essaye de profiter de ce cycle de CAPEX? Où est-ce qu'il faut être positionné aujourd'hui, Virginie? Il faut être positionné. De toute façon, on voit bien les entreprises ont la facilité, enfin la trésorerie pour utiliser effectivement pour investir. Et investir sur le long terme, puisque parfois ça peut être très long et puis on peut se tromper aussi. Enfin bon, voilà. Donc ça, je crois que c'est plutôt une bonne chose. Mais il y a 3 moteurs essentiels. Il y a la transformation énergétique et les infrastructures. Je les mets dans le même moteur. Il y a évidemment tout ce qui est avancée technologique. Bon, intelligence artificielle, c'est un gros pot. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un exemple à Amazon qui courbe. Le sujet d'NVIDIA, ils sont tout seuls et ils vont pas rester tout seuls. Non. Mais pour ne pas rester tout seuls, ça veut dire que les autres doivent quand même beaucoup investir. Ouais. Mais ils vont le faire. Ouais. Ils vont le faire parce que ça devient intenable. Parce que comme il est tout seul, le NVIDIA, ça coûte trop cher. Donc les GAFAM vont créer la concurrence d'NVIDIA. Mais évidemment. Les premiers clients d'NVIDIA vont créer la concurrence d'NVIDIA. Oui. Donc Amazon d'ailleurs a très bien communiqué là-dessus. Donc voilà. Et le troisième moteur, ça c'est qui reste présent, qui était déjà le cas, c'est la défense. Parce que la défense, industrie de défense et d'aéronautique aux États-Unis, c'est très important. Et c'est très important de façon internationale. Puisque c'est bon nombre de sociétés américaines qui viennent effectivement vendre leur production un peu partout. Donc ça, c'est un point très important pour l'économie américaine. Et donc ça va continuer. Ouais. Donc voilà, il y a ces 3. Donc ce qui veut dire, c'est beaucoup de besoins en CAPEX, beaucoup d'investissements. Et je vous rejoins. Et ce qui veut dire que, pour moi, les taux longs aux États-Unis doivent remonter. 5%, ça fait pas peur. Non, et ça serait plutôt légitime. Et il faut sortir un petit peu de cette vision qu'on a eue pendant 15 ans, d'avoir des taux... C'était ça l'anomalie. Donc revenons à des choses tout à fait normalisées, et c'est plutôt bien. Et quelque part, avoir des taux
et une courbe quantifiée avec un peu de croissance et avec un peu d'inflation associée, parce que qui dit croissance, tout ça me paraît un bon mix. Mais dans ce cas-là, il faut réduire le déficit public. Alors, il y a le sujet du déficit public, absolument. Parce qu'avec des taux ça, à 5, c'est le vrai sujet, mais il faut qu'il y ait de la croissance. Exactement. Mais même là, la croissance ne suffit pas à stabiliser le taux d'endettement. Il est explosif. Quand il n'y a pas de croissance, qu'il y a du déficit, c'est encore déjà... Non, mais il y aura des moments de rendez-vous de ce point de vue-là, c'est sûr, entre le marché et Trump et Elon Musk, peut-être, s'il est chargé, effectivement. Ah oui, alors là, on verra de détailler à la hache ça va être le sujet qui va nous passionner. Les trillions de dollars de dépenses fédérales. Oui, on verra. Je n'ai pas compris quel rôle il aurait. Je crois qu'il ne sera pas dans l'administration. Il ne peut pas être dans l'administration américaine et rester aux commandes de Tesla, SpaceX et compagnie. Je ne sais pas. Pourquoi pas? Réguler des agences qui régulent ces entreprises, dont il serait encore en charge. S'il n'y a plus d'agences qui régulent. On risque d'avoir de l'innovation politique, je pense. Oui, ouais. ça. On va avoir de l'intelligence artificielle à tous les niveaux et des robots à la place de... Ouais. C'est plus sur les taux européens quand même. Oui. Ça part pas beaucoup plus bas quand même du côté BCE. On a un policy mix qui est ultra restrictif. Même quand on déflate, par exemple, les taux directeurs, que ce soit avec l'inflation instantanée ou les anticipations, ça n'a quasiment pas baissé. Et on a un budget un déficit qui va passer sous les 3% quand on prend la zone euro, bien sûr. C'est super restrictif. Donc, je sais pas, la faiblesse de l'euro, c'est ça qui leur fait peur? Oui, mais c'est quand même pas normal d'avoir un policy mix qui ne prend pas la mesure de ce qui se passe. On a une France qui, on voit bien les perspectives de croissance se tarissent, une Allemagne qui rebondit pas du tout et qui est vraiment, ça fait 5 ans qu'elle est sans croissance et ça va probablement durer. Oui, mais des pays qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de cap stratégique. Je fais le discours de la prudence, mais dans un contexte incertain, avec un vacuum politique tel qu'il est, un chemin facile, c'est de se dire, on y va très prudemment. On ne sait pas ce qui sortira des élections allemandes, on ne sait pas. Mais on est en train de créer une décennie perdue complètement. On en a déjà eu une au passage la décennie passée, ça fait 20 ans, ça commence à faire long quand même, de décennie perdue. À force de ne pas vouloir prendre de risques, on se retrouve à un moment obligé d'en faire beaucoup plus que ce qu'on aurait dû faire dès le départ. Et même les pays qui facialement vont bien, comme l'Italie, j'ai fait un petit calcul de coin de table qui consiste à retrancher du PIB l'investissement en construction qui est dopé par le super bonus. Voilà, Next Gen EU. Et en fait, le PIB, il n'est pas à 5,6% au-dessus de son niveau de fin 2019. Il est seulement à 0,9 une fois qu'on enlève l'effet massif. Donc c'est une économie qui est loin d'être très dynamique aussi. L'Italie, en réalité, elle est sous perfusion des dépenses publiques européennes. Donc soyons honnêtes, quand les trois grands vont pas bien, qu'est-ce qui empêche la BCE d'aller le risque? Mais de ce point de vue-là, 2025 ne peut être qu'une source de bonnes surprises. Non, je me dis... Vu ce que le marché a déjà escompté, pour l'Italie, comme on situation... retire de plus en plus, comme l'enveloppe est en grande partie consommée, on va plus vers le devant de ralentissement de la dépense qu'autre chose, donc là ça va ralentir. En France, on voit bien c'est une croissance qui va ralentir. Est-ce que l'Allemagne, ça va repartir? Je pense. Oui, mais le marché l'a escompté un peu quand même, ça. Quand je dis bonne surprise, c'est relatif, évidemment, par rapport à ce que... Peut-être que la dérivée seconde sera effectivement c'est un peu l'idée, un peu plus favorable, mais c'est surtout 2026. Mais l'année encore 2025, elle est quand même... elle est déjà un peu plombée dès le départ. Tous les acquis, on va rentrer dans l'année 2025 très défavorablement. Bon, la bonne nouvelle du jour, à nouveau, c'est le gros papier du FT sur l'idée qu'on est en train de réfléchir, et plus vite que ce qu'on pouvait peut-être imaginer, sur un projet de fonds européen pour la défense. Donc on parle d'un montant qui pourrait peut-être atteindre 500 milliards d'euros. La formule des eurobonds, je pense, c'est à mettre de côté, mais il y a d'autres formules qui permettraient effectivement de créer un véhicule qui serait soutenu par des garanties domestiques nationales. C'est un fonds qui pourrait être abondé par les États de manière volontaire, donc l'idée quand même d'une coalition de la volonté autour d'un projet de ceux qui pensent que c'est important d'investir dans la défense, et qui serait ouvert à des pays non européens. Une manière aussi de réintégrer aussi en partie le Royaume-Uni dans les enjeux et les perspectives européennes. On verra. Non, mais ce que je veux dire, quand je dis il y a des bonnes surprises à attendre, il y a peut-être aussi, on est en droit de considérer une réponse de l'Europe, quoi. C'est le fameux wake-up call. Voilà, c'est ça. C'est l'effet positif Trump sur l'Europe. Malheureusement, c'est comme ça que... En fait, il faut en passer par là. En fait, l'Europe, souvent, c'est quand elle est face au mur qu'elle se révèle. Voilà. Donc on a eu la crise, c'était pendant le Covid que enfin on a lancé ce fameux programme NGU, Nouvelle Génération. On a pu enfin ouvrir cette exception pour avoir une dette quelque part ou un fonds qui est mutualisé. Là, on se rend compte que finalement, si on fait rien, on va se retrouver
avec une situation géopolitique qui est intenable. Donc finalement, en fait, on essaie de trouver des formulations. C'est dommage, en fait, qu'on en arrive là. C'est positif, clairement positif, mais c'est dommage qu'on attende une situation complexe pour faire des choses qui vont... Pour prendre des actions qui sont de nature structurelle. C'est-à-dire, tous ces éléments-là, on va en voir leurs bénéfices dans quelques années. C'est pas tout de suite. Et du coup, c'est un peu dommage, en fait. Tout à l'heure, on parlait justement... Parce que l'Europe est très forte pour les effets d'annonce. Next Gen EU, c'est un plan où on a décaissé à peine la moitié et on ne sait même pas comment on va le rembourser. Enfin, on est quand même très très fort pour se mettre sur la table, filer des papiers. Mais finalement, ça a beaucoup aidé l'Italie, ça a beaucoup aidé l'Espagne. Les pays qui ont pu, même la France, enfin, qui a pris la partie grants, enfin, en gros, le programme, il y avait une partie de dons et une partie emprunt. Donc tous les pays qui empruntent plus cher que la zone euro, ils ont pris l'ensemble de l'enveloppe. Ça les a aidés à un moment où ils étaient en récession. Donc, oui, effectivement, il y a plusieurs sujets. Et en fait, quand vous avez le robinet complètement fermé et d'un coup, boum, 800 milliards, eh ben oui, vous avez beaucoup trop d'argent sur les mains. Il n'y a pas assez de projets et trop d'argent. Oui, bien sûr. Mais franchement, tout à l'heure, on parlait d'une décennie perdue. En fait, il faut distinguer le côté politique monétaire qui va vraiment... Enfin, on en a besoin d'un point de vue cyclique en ce moment. Et le point de vue fiscal qui, en fait, structurellement, on a un sujet de croissance potentielle de l'Europe et il faut que des économies telles que l'économie allemande changent quelque part de logique, changent quelque part de rationnel. Sinon, on ne s'en sortira pas collectivement. Bien sûr. On verra, sortie des urnes en février prochain, et puis on verra comment Donald Trump aussi traite la question allemande. C'était un pays qui le fascinait, enfin l'obsédait beaucoup à travers notamment ses marques automobiles. Oui, donc, ça sur l'automobile. Et ça n'a pas. Et je crois que dans la partie échange, c'est ce qui compte quand même, c'est la partie des exportations automobiles allemandes vers les États-Unis. Et qui sont l'essentiel est plutôt là. Bien sûr. Voilà. Il y a le vin français, mais il y a surtout les voitures allemandes, quoi. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Virginie Robert, Constance Associée, Zakaria Darwish, CPR Asset Management, Anthony Morlet-Lavidali, Rexecode.